Donc, premièrement, comme c'était mentionné dans l'annonce, je vais faire ma présentation en français, mais toutes les diapositives, sauf celles-ci, sont en anglais. So the presentation will be in French, although all the slides are in English. Alors, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, premièrement, bon, moi, dans mon background académique, j'ai fait toute ma scolarité au Québec jusqu'au secondaire au Cégep. Ensuite, mon bac a été en physique à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai fait un doctorat, maîtrise doctorat avec François Soumy, ici au GÉRAD et avec Polytechnique Montréal. Le thème de ma thèse était sur l'optimisation de problèmes aériens, donc des variantes semi-intégrées du problème de rotation d'équipage aérien. Alors, il va y avoir des choses qui vont revenir un petit peu là-dessus aujourd'hui parce que les applications dont je vais vous parler aussi sont dans des problèmes de planification d'équipage aérien. Donc, c'était avec François Soumy et Guy Desaulniers, deux membres du GÉRAD. Ensuite, j'ai fait un postdoc avec François Soumy aussi au GÉRAD, qui était plus sur l'optimisation assistée par apprentissage automatique, donc machine learning. Et puis, j'ai quelques-uns de ces projets-là que j'ai fait pendant mon postdoc que je vais vous présenter aujourd'hui. Et depuis bientôt 1 an, je suis professeur à l'ESG UQAM. Puis maintenant, je demande d'être membre du GÉRAD, donc c'est pour ça que je me présente aujourd'hui. Au niveau de ma recherche, donc les sujets qui m'intéressent, c'est évidemment l'optimisation dans le domaine de l'industrie aérienne. Je travaille aussi sur des projets qui sont liés avec le simplex intégral, donc les algorithmes de type ISUD, les algorithmes de branch and press en général, donc la génération de colonnes avec des algorithmes de branchement, ça c'est ce qu'on appelle un branch and press, et machine learning, donc l'optimisation et le machine learning, donc qui est le sujet de présentation aujourd'hui. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est ça sur quoi je vais toucher aujourd'hui dans la présentation. Sinon, de mes autres intérêts, donc la vulgarisation scientifique est quelque chose qui m'intéresse grandement. J'ai fait quelques projets par le passé, là, un peu moins ces temps-ci, mais je compte m'y remettre. J'ai aussi des intérêts avec tout ce qui est la tech, l'IME, TIGS. Donc, il y en a peut-être qui ont déjà vu une déformation de Karine sur TIGS. Donc, ça, j'ai aidé à monter l'information. Je l'ai donné quelques fois. Et puis, très important au GÉRAD, donc il faut savoir jouer aux cartes. Donc, j'ai été à la bonne école pour apprendre le tarot. Et puis, je pense que c'est important que je le mentionne aujourd'hui. OK, donc, pour ce qui est de la présentation maintenant, donc, les deux sujets dont je vais vous parler, c'est deux projets de recherche un peu séparés, mais qui sont un peu en lien avec le même domaine, celle de la planification aérienne. Alors, je vais vous faire un petit résumé là, rapidement de comment la planification aérienne fonctionne en général. Donc, généralement, il y a plusieurs étapes qu'on doit faire quand on veut faire un horaire dans l'industrie aérienne. Premièrement, il faut qu'on choisisse les vols que la compagnie aérienne va couvrir. Ça, c'est fait des mois, voire quasiment un an d'avance. Ensuite, une fois qu'on a choisi les vols qu'on allait couvrir, il faut qu'on choisisse quel type d'avion va aller sur quel vol. Donc, ça, c'est le fleet assignment, l'étape numéro 2. Ça va être en fonction de la demande pour les vols. Donc, on va mettre des plus gros avions au vol où il y a plus de demande, des plus petits avions où il y a moins de demande, etc. Ensuite, il y a l'étape du routage d'avion. On va choisir la route de chaque avion individuel. Puis on va peut-être incorporer certains éléments de maintenance. Donc, où est-ce que les avions vont aller faire leur maintenance, à quel endroit, etc. Puis les deux dernières étapes, c'est les deux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le crew pairing et le crew rostering. Donc, en français, crew pairing, c'est la rotation d'équipage et crew rostering, c'est ce qu'on appelle souvent les blocs mensuels, donc où on fait les horaires d'équipage. Donc, le problème de pairing, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire essentiellement des semaines de travail, donc des blocs de quelques jours de travail qui sont anonymes. Donc, on ne sait pas encore à quel pilote ça va être assigné, mais on veut faire ça pour économiser les coûts. Donc, on veut faire des ensembles de quelques journées de travail qui vont couvrir tous les vols et qui vont minimiser les coûts. Au niveau des contraintes, on doit respecter évidemment les contraintes de l'industrie aérienne. Il y en a quand même plusieurs pour s'assurer de la sécurité et aussi les conventions collectives, surtout pour calculer comme il faut les coûts des membres d'équipage. Et puis, une fois qu'on a fait ces pairings-là, donc les quelques jours de travail, on va les assigner à des membres d'équipage dans la deuxième étape, qui est le crew rostering ou les blocs mensuels dont je vous ai parlé. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est assigner un pairing. En fait, on va faire un horaire pour chaque membre d'équipage. Chaque horaire étant constitué de plusieurs pairings avec des temps de repos, des temps de formation, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ces deux étapes-là dans l'ordre? Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas tous ces deux problèmes-là en même temps? C'est parce que les problèmes sont tellement gros que ce serait vraiment très difficile de les résoudre. Ça prendrait un temps considérable. Donc, c'est pour ça qu'on a décomposé le problème en deux. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on a séparé le problème en deux. La deuxième raison, c'est que l'industrie fonctionne comme ça depuis à peu près le début. Donc, certaines compagnies sont encore structurées avec un département qui va faire les pairings, puis un département qui va faire les horaires. Donc, c'est ce que certains clients dans l'industrie veulent.
Donc, c'est une autre raison pour laquelle on procède comme ça. Parfait. Au niveau du modèle mathématique, donc ça, c'est pas mal la seule slide avec des équations mathématiques de ma présentation. Mais les deux problèmes se modélisent à peu près de la même manière, qui est sous la forme d'un problème avec variable binaire, comme celui-ci. Donc, on va avoir des contraintes qui vont s'assurer qu'on couvre toutes les tâches et chaque variable va correspondre à une séquence de tâches possibles. Donc, dans le cas du problème de pairing, bien, chaque variable va correspondre à un pairing, puis on va décider si on prend ce pairing-là ou pas. Et puis, dans le cas du problème de bloc mensuel, chaque variable va correspondre à un horaire, puis on va décider si on prend l'horaire ou pas. Donc, on considère l'ensemble de tous les pairings ou de tous les horaires dépendant du problème qui nous intéresse. Puis, au niveau des contraintes à couvrir, pour les pairings, bien, il s'agit juste de couvrir tous les vols. Puis, pour les blocs mensuels, bien, il y a deux ensembles de contraintes principales. Il faut non seulement couvrir tous les pairings. Il faut que chaque pairing soit assigné à quelqu'un, mais il faut aussi que chaque employé ait un horaire. Donc, c'est les deux contraintes principales. Puis, évidemment, bien, dans les variantes plus complexes du problème, il y a toujours des petites contraintes qui se rajoutent à ça, puis ça devient plus compliqué à mesure qu'on s'en va dans les problèmes plus industriels, mais c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. Une difficulté que vous entrevoyez peut-être, c'est que énumérer l'ensemble de tous les pairings possibles ou de tous les horaires possibles, c'est quelque chose qui est à peu près impossible parce qu'il y a une tellement grande combinatoire qu'on ne peut pas tout énumérer. Donc, c'est pour ça que traditionnellement, on va le résoudre avec la génération de colonnes. Et puis, en 2 minutes, l'algorithme de génération de colonnes fonctionne de la manière suivante. Donc, on va diviser le problème en deux. En fait, on va diviser le problème en un problème maître et un sous-problème ou un problème de pricing en anglais. Et puis, le problème maître, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre la même formulation que précédemment. Généralement, on va résoudre la relaxation linéaire de cette formulation-là, mais avec un ensemble réduit de tous les pairings, par exemple, si on parle du problème de pairing, un ensemble réduit de tous les pairings. Et une fois qu'on a fait ça, bien, ça va nous donner une solution primale, mais aussi une solution duale. Puis, on va prendre des variables duales pour essayer de trouver un nouveau pairing qui n'est pas dans notre ensemble qui pourrait améliorer la solution. Et puis, une fois qu'on a trouvé ce pairing-là, on le rajoute dans notre ensemble, puis on résout de nouveau le problème maître. Et on itère comme ça jusqu'à temps qu'on ne trouve plus de nouveaux pairings à rajouter. À ce moment-là, notre solution va être optimale. Donc, c'est comme ça que la génération de colonnes fonctionne généralement. Et la manière qu'on va faire pour résoudre les sous-problèmes dans le cas du problème de pairing et aussi du problème de bloc mensuel, c'est résoudre un problème de plus court chemin avec contrainte de ressources, donc dans un réseau. Ici, je vous ai donné une image du réseau pour le problème de bloc mensuel, où on a un réseau par membre d'équipage, puis en fonction des caractéristiques du membre d'équipage, on va pouvoir générer une rotation de coût réduit négatif, donc une rotation avantageuse à ajouter. Puis après ça, bien, une fois qu'on a résolu la relaxation linéaire avec la génération de colonnes, on va faire du branchement pour trouver une solution entière. Et puis quand on met du branchement dans un algorithme de génération de colonnes, c'est ce qu'on appelle un algorithme de branch and price. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on insère, donc on a un arbre de branchement dans lequel à chaque nœud, on résout un algorithme de génération de colonnes pour optimiser chaque nœud. Généralement, dans les problèmes dans le domaine aérien, bien, les problèmes sont tellement gros qu'on ne peut pas avoir de branchement exact parce que ce serait trop long de trouver la solution optimale. Alors, à la place, on va utiliser un type de branchement heuristique qui nous permet d'avoir une bonne solution relativement rapidement. Là, on parle en quelques heures peut-être, plutôt que d'avoir la solution optimale qui prendrait, je ne sais pas, des mois à trouver. Donc, ça, c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne, l'optimisation dans les deux problèmes, donc problème de pairing et problème de rostering. Et maintenant, bien, je vais vous présenter deux projets de recherche en lien avec ça, donc dans lesquels j'ai introduit du machine learning pour optimiser dans le premier cas le problème de pairing, puis dans le deuxième cas, le problème de rostering. Avant de continuer, peut-être mentionner que cette recherche-là, je ne l'ai pas fait tout seul. Ça a été fait avec, entre autres, des étudiants de maîtrise qui sont passés par le GERAD, mais qui ne sont plus là, ainsi que François Soumy, Guy Desaulniers et Daniel Alloise, qui écoutent en ligne en ce moment, je crois. Donc, dans le premier projet que je vais vous présenter, on va s'intéresser au branchement dans le problème de pairing. Donc, avant de vous expliquer ce que j'ai fait, je pense qu'il faut que je donne encore un peu plus de contexte pour expliquer comment on fait le branchement plus spécifiquement pour le problème de pairing. Donc, comme contexte, généralement, on a des très grosses instances. Là, quand on parle d'instances du problème de pairing qui sont de bonne taille, on parle d'avoir des dizaines de milliers de vols dans un seul mois.
Puis on veut résoudre le problème en quelques heures. Parce que, bon, même si on fait un horaire pour un mois complet, généralement, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on ne va pas peser sur le bouton, l'horaire est fait, puis on le publie. C'est un processus un peu itératif avec des planificateurs qui vont vouloir bouger les choses, changer un petit peu les paramètres. Donc, on les résout un grand nombre de fois par mois. Donc, c'est important que ça roule dans un temps raisonnable. Donc, je dirais la limite supérieure, c'est que ça ne prenne pas plus que 8 heures, là, parce que à ce moment-là, les gens peuvent peser sur le bouton, aller chez eux, dormir, revenir le lendemain matin, puis ils ont leur solution, par exemple. Donc, ça fait en sorte qu'on utilise beaucoup d'heuristiques à l'intérieur de l'algorithme de Bunch&Price pour accélérer un petit peu tout. Donc, premièrement, on fait du branchement heuristique, comme je vous ai dit, on ne va pas explorer l'arbre complet de branchement. Deuxièmement, on va généralement arrêter la génération de colonnes de manière prématurée. Ça veut dire qu'on ne va pas résoudre chaque nœud de branchement à l'optimalité. Quand on voit qu'on n'a plus une grosse amélioration après quelques itérations, on arrête la génération de colonnes, puis on branche pour que ça aille plus rapidement. Puis même pour ce qui est de la génération des colonnes en tant que telles, donc les sous-problèmes. Donc, dans notre cas, on résout les sous-problèmes de manière exacte juste parce qu'on a des instances académiques, puis c'était plus facile de faire comme ça. Mais en pratique, souvent, on va résoudre de manière heuristique les sous-problèmes, c'est-à-dire qu'on va chercher rapidement des colonnes de coût réduit négatif, puis on va les rajouter, plutôt que de résoudre à l'optimalité. Donc, pour ce qui est des branchements heuristiques dont je vous parle depuis tantôt, alors il y en a deux que je vais vous présenter qui sont peut-être les deux les plus communs. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le Strong Branching Heuristic, donc le branchement fort en français. Et puis, c'est la version heuristique de la chose, c'est-à-dire qu'on va y aller de manière plongeante. Donc, j'explique comment ça fonctionne. Supposons qu'on a une solution à un nœud quelconque qui a une valeur de 1000, par exemple, puis on a plusieurs variables qui ont une valeur fractionnaire, donc une à 0,9, une autre à 0,9, à 0,85, etc. Puis là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit choisir sur laquelle on va brancher, puis dans notre cas, en fait, on doit choisir laquelle on va fixer. Ça veut dire qu'on va fixer des variables, puis on ne va jamais revenir en arrière, donc on ne fera pas de backtracking. Une fois qu'une variable est fixée, elle est fixée pour de bon. Alors, pour faire ce choix-là, qui est un choix quand même assez important, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par fixer temporairement chacune de plusieurs candidats. Donc, je vais dire, par exemple, je vais prendre les 5 variables les plus prometteuses. Les plus prometteuses étant celles qui ont des valeurs fractionnelles les plus élevées. Parce que plus on est proche de 1, plus on a des chances que ce soit une bonne variable. Donc, dans ce cas-ci, je prendrais les variables de x1 jusqu'à x5, qui sont les 5 plus prometteuses. Puis, je regarderais qu'est-ce qui arrive si je les fixe, qu'est-ce qui se passe avec la valeur de la solution. Donc, si je fixe la variable x1, ça donne une solution à 1150, la variable x2 à 1100, et etc. Puis ensuite, je prends celle qui a la meilleure valeur. Donc, dans ce cas-ci, c'est la variable x3 qui donne une valeur de 1050. Donc, ça augmente de pas trop la valeur de l'objectif. Et puis, je vais dire, c'est cette variable-là que je vais fixer. Et puis, après ça, on continue de là. Donc, les autres nœuds ici que j'avais évalués, je vais complètement les éliminer. Je vais repartir seulement à partir de celui que j'ai choisi. Puis, ici aussi, je choisirais 5 autres candidats que j'évaluerais pour continuer mon algorithme. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche quand même assez bien parce qu'à chaque étape, on peut considérer plusieurs candidats, on peut voir un peu l'impact de notre décision. Mais le désavantage, c'est que c'est relativement long, c'est-à-dire que l'évaluation de chacun des candidats demande d'appeler la génération de colonnes. Puis ça peut être assez coûteux. En fait, c'est 5 fois plus coûteux si on a 5 candidats qu'une autre méthode que je vais vous montrer après. Puis si on voulait avoir 10 candidats, ce serait 10 fois plus long, et etc. La deuxième méthode, qui est souvent utilisée en pratique parce qu'elle est très rapide, puis ça donne quand même des résultats corrects, c'est ce qu'on appelle le diving heuristic, donc un branchement en profondeur, puis en fait, on va faire un branchement en profondeur, puis on va arrêter dès qu'on a trouvé une solution. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que quand on a notre solution fractionnaire à un certain nœud, on va choisir juste une ou quelques-unes variables qu'on va vouloir fixer, et on va les fixer sans regarder vraiment l'impact de cette décision-là, puis on va tout de suite passer au nœud suivant. Et au nœud suivant, on choisit quelle variable on veut fixer, puis on va les fixer comme ça, de manière séquentielle, jusqu'à ce qu'on obtienne une solution entière. Donc, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide que ce que je viens de vous présenter, parce qu'on n'a pas vraiment d'évaluation à faire de nos décisions de branchement. Mais le désavantage, c'est que ça peut être risqué, surtout qu'on est rendu à fixer des variables qui ont des valeurs proches de 0,5. Là, c'est quasiment jouer à pile ou face pour savoir si c'est bon de fixer ce qu'on fait ou non. Donc, notre objectif, c'est d'avoir une méthode de branchement qui va avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que ça va prendre des décisions aussi bonnes, ou ce qu'on espère presque aussi bonnes que le branchement fort, le strong branching, mais qui va être aussi rapide ou presque aussi rapide que le branchement plongeant, donc le diving heuristic.
Et puis, spécifiquement, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va développer un algorithme de machine learning qui va imiter le branchement fort, c'est-à-dire qu'on va choisir les mêmes 5 candidats qu'on aurait donnés au branchement fort, mais au lieu de les évaluer avec la génération de colonnes, on va demander à un algorithme de machine learning de les évaluer à notre place de manière rapide. Donc, en gros, si on l'illustre, ça revient à faire ça. C'est-à-dire que là, on a les mêmes 5 candidats qu'on peut vouloir fixer. Et là, ben, notre algorithme de machine learning va prédire qu'est-ce qu'on devrait avoir comme valeur de solution si on prend les choix qu'on lui a donnés. Puis, on va choisir celui que le machine learning nous suggère comme étant le meilleur. Oui, Frédéric. Même si tu peux étendre tout l'arbre, tu n'auras pas une solution exacte parce que tu ne vas jamais vérifier l'autre côté. Donc, tu fixes à 1, mais tu ne vas pas vérifier la branche 0. C'est ça, on ne vérifie jamais la branche 0. Donc, c'est pour ça que c'est heuristique, parce qu'on veut avoir une solution rapidement, même si elle n'est pas optimale. Puis, typiquement, les solutions sont presque optimales. Là, on parle de gap d'intégrité. En fait, le gap entre la relaxation linéaire puis la solution qu'on trouve est autour de 1 %. Donc, c'est assez petit. Mais ça donnerait une méthode exacte si pour chaque branchement à 1, tu avais une autre branche 0. Finalement, tu peux aussi les ordonner à quelle distance, c'est quoi l'erreur entre la fraction et l'entier, puis tu peux les ordonner oui, mais il y a des différences quand même significatives dont je vais vous parler dans une slide ou deux, là, je crois. C'est ça, on prédit ce que ça donnerait si on... en fait, ça ne prédit pas le pricing, mais ça prédit ce que ça donnerait si on appliquait à la génération de colonnes après avoir fixé chaque variable. Donc, si je fixe la variable x1 à 1 puis que j'appelle la génération de colonnes, qu'est-ce que ça va me donner? Puis, en fait, ce n'est pas important nécessairement d'avoir des bonnes prédictions sur la valeur telle qu'elle, tant qu'on a un bon ordre ou tant qu'on est capable de prédire c'est lequel qui va être le meilleur. Donc, d'être capable de les mettre dans un ordre qui a de l'allure, ça devrait nous donner des bonnes choses. Puis, c'est même pas important d'avoir exactement la bonne prédiction parce que si on regarde ici, par exemple, bon, celle-ci est à 1040, je prédis 1048, celle-ci, je prédis 1050. Bien, la différence entre les deux est un peu négligeable, surtout étant donné que je vais faire plusieurs autres décisions par la suite. Donc, d'être capable de discriminer entre les bons candidats et les mauvais, c'est tout ce qui est vraiment important, tant qu'on est capable de bien le faire. L'autre question, c'est les colonnes que tu importes dans l'autre méthode, la méthode de génération de colonnes. Est-ce que tu les transfères d'un nœud à l'autre dans ton branching bound ou quand tu descends dans ton arbre, le nœud plus loin ne va pas utiliser les mêmes colonnes, ne va pas réutiliser les colonnes qui ont été générées. OK, donc, tu dis si les colonnes sont réutilisées dans l'arbre de branching bound d'un étage à l'autre, si tu veux. Même dans l'algorithme de GenCol, la librairie qu'on a utilisée pour le projet, il y a même eu un petit, c'est pas un bug, mais c'est quelque chose qui confusait nos données, qui était que quand on générait les colonnes à ce point-ci, donc pour la première décision, ben, les colonnes restaient dans notre pool de colonnes à mesure qu'on évaluait chacun des candidats. Ça veut dire que les derniers candidats avaient comme un avantage parce qu'ils avaient accès à plus de colonnes. Puis ça, c'était... inutile dans ce point-là, puis ça ralentit la résolution. Ça ralentit, mais un avantage au niveau de la solution qu'on obtient, parce que je vous rappelle que notre résolution génération de colonnes est heuristique. Ça veut dire qu'on arrête quand on a atteint un certain seuil. Donc, on a dû gérer un peu cette situation-là pour s'assurer que les colonnes qui étaient générées ici étaient enlevées avant de résoudre ce nœud-là, avant ce nœud-là, etc. Donc, oui, c'est une bonne question. J'avais une slide là-dessus, mais je l'avais enlevée parce que je me disais peut-être que c'était un peu trop, mais apparemment pas. Dans la situation Robinus, on avait un problème où on rajoutait des colonnes pour les scénarios qu'on rajoutait dans le modèle. Puis on ne voyait pas comment intégrer ça dans Branching Bound. Dans l'implémentation dans Ciplex avec les code, mais dans GenCol, on peut faire ça, avoir un Branching Bound tree avec des nœuds pour lesquels il y a des décisions ajoutées, des colonnes ajoutées. Oui, c'est ça, parce qu'on a juste un ensemble de colonnes qui est géré dynamiquement, puis c'est plus facile même de les garder, plutôt que de garder une liste de qu'est-ce qui a été généré quand. On dit des colonnes, c'est des colonnes, on va toutes les mettre, puis on décidera après ce qui est bon. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour imiter le strong branching? Puis là, ça revient justement à la question que vient de me poser. Qu'est-ce qu'il y en est de Alvarez et co-auteurs 2017 qui ont fait quelque chose qui peut sembler à première vue très semblable? Ils ont fait une imitation du strong branching pour des problèmes en nombre entier. Donc, il y a deux grandes différences en fait entre ce que nous, on a fait puis ce qui a été fait par Alvarez. Premièrement, eux travaillaient sur des problèmes déjà définis, donc des mythes de relativement petite taille. Puis, l'avantage, c'est que ça veut dire que les problèmes sont de taille fixe. Donc, quand on fait des statistiques, quand on veut extraire des données, d'avoir un problème de taille fixe, ça rend la chose peut-être un peu plus facile. Ça donne accès à plus de différentes features d'entraînement qu'on peut utiliser.
Une autre différence qui est peut-être la plus importante, c'est qu'eux étaient intéressés à des méthodes exactes. Puis quand on parle de branchement fort exact, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver la variable qui va faire augmenter le plus possible la borne des deux côtés, donc quand on la fixe à 0 ou quand on la fixe à 1. Alors que nous, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on veut faire. On cherche à trouver une variable qui ne va pas faire trop augmenter la borne parce qu'une fois qu'on l'a fixée à 1, on ne veut plus revenir en arrière. Donc, c'est un paradigme un petit peu différent, même si dans les deux cas, on veut imiter le strong branching, on veut imiter une différente sorte de strong branching. Dans notre cas aussi, on travaille avec la génération de colonnes, ce qui veut dire que le problème est de taille variable. Donc, on ne peut pas se fier au nombre de variables dans le problème, par exemple, pour extraire des features, parce que ça va dépendre à mesure qu'on augmente dans la méthode. Donc, bon, généralement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'apprentissage supervisé. Donc, on a commencé par résoudre un grand nombre de problèmes de pairing avec le strong branching. Puis on a enregistré toutes les décisions qui avaient été faites avec tous les candidats qui avaient été considérés. Puis ensuite, on a simplement entraîné un modèle de machine learning pour imiter ça. Donc, quand on lui donne des candidats, il va être capable d'évaluer le score qu'on devrait avoir. Donc, c'est grosso modo comme ça qu'on a fonctionné. Puis après ça, dans la phase de test pour tester notre méthode en pratique, on a remplacé le strong branching par notre modèle de machine learning. Donc, au lieu d'évaluer les candidats, on demande ce que notre modèle de machine learning prédirait, puis on prend le meilleur prédit par le modèle de machine learning. C'est essentiellement ça. Au niveau des données, donc, on avait des données qui ont été publiées en 2017 par quelqu'un du GERAD, donc Atouza Kazirzadeh. C'est les mêmes données que j'ai utilisées dans mon doctorat, puis par plusieurs étudiants par la suite. Donc, c'est des données qui sont quand même connues. Puis je crois que c'est les plus grosses données qui ont été publiées dans la littérature, avec des instances de 1000 à 7800 volts. Donc, c'est pas mal ce qu'on trouve de plus gros disponible gratuitement sur Internet. On a pris les 7 instances de base, puis on a fait 63 instances différentes pour pouvoir avoir assez de données d'entraînement. On a fait ça en modifiant légèrement les instances. Donc, on a enlevé quelques vols. Quelques vols, c'est moins d'une dizaine, je pense. Puis, on a perturbé aussi certaines des contraintes. Puis ça suffit quand même à avoir des solutions assez variées parce que de toute manière, l'algorithme est assez heuristique. Il y a quand même beaucoup de solutions équivalentes. Donc, juste en faisant ça, ça change un peu tout le déroulement de l'algorithme de génération de colonnes. Puis, on va explorer quand même une vaste étendue de l'espace des solutions, là, juste en faisant des petites choses comme ça. Au niveau des données de machine learning, donc, on a considéré 5 candidats par nœud de branchement, donc les 5 avec les meilleures valeurs fractionnaires. On voulait en prendre plus, donc on voulait prendre, par exemple, les 10 meilleurs candidats pour avoir une plus grande variété, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas réalisable parce que ça prenait juste trop de temps à résoudre avec 10 candidats. Donc, vous allez voir, les temps de calcul deviennent quand même assez grands quand on parle des plus grosses instances. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Et puis, au niveau des scores, donc, on a regardé c'était quoi la valeur de la solution au problème maître après avoir fixé le candidat. Ça nous donnait le score cru, si vous voulez. Donc, on va les normaliser par la suite, puis on fait quelque chose un petit peu spécial par rapport à ça. Je vais vous l'expliquer. Mais c'est ce qu'on considère. Puis on avait différentes features d'entraînement que je vais vous présenter. Donc, au niveau des features, un peu notre philosophie dans ce projet-là, c'est qu'on voulait faire quelque chose d'un petit peu générique qui pourrait être répliqué dans d'autres contextes. Donc, on a considéré seulement des features qui étaient justement assez génériques, donc qui n'étaient pas trop spécifiques aux problèmes de pairing. Donc, par exemple, je les ai mis en 3 catégories. Donc, les features qui sont reliées aux colonnes en tant que telles, les features qui sont reliées aux nœuds parents, donc quelque chose qui va être commun à tous les candidats qu'on va observer, mais qui vont nous donner un peu plus de contexte. Et puis, les features qui vont être reliées au processus de résolution, à quel point on est avancé essentiellement dans le processus de résolution, parce que peut-être qu'au début de la résolution, on va prendre des décisions qui sont un peu différentes de la fin. Donc, au niveau des colonnes en tant que telles, on va prendre leur valeur dans le problème maître. Donc, ça, c'est le même critère qui était utilisé jusqu'à présent. Quand on disait que la variable était à 0,9, par exemple, c'est de ça dont je parle. Puis, c'est probablement un critère qui est important parce que c'est là-dessus qu'on se base dans les algorithmes actuels pour prendre des décisions. On va se fier aussi au coût de la colonne parce qu'on peut s'imaginer que fixer des colonnes de moindre coût peut être avantageux. Et le nombre de tâches dans la colonne. Ça peut indiquer aussi le degré d'incertitude de la décision. Donc, fixer beaucoup de tâches à la fois, c'est peut-être plus incertain que fixer peu de tâches à la fois. Ensuite, au niveau du nœud parent,
Donc, combien il y a de colonnes dans le problème de maître, les valeurs de certaines informations par rapport aux valeurs duales, combien il y a de colonnes qui sont en conflit avec celles qu'on veut fixer. Donc, si on a, par exemple, si on s'intéresse à un candidat qui couvre le vol numéro 1, bien, on va regarder il y a combien d'autres colonnes qui couvrent le vol numéro 1. Ça peut peut-être nous renseigner sur qu'est-ce qui est mieux de faire ou pas là, en termes de décision de branchement. Et au niveau du processus en tant que tel, bien, juste à quel point, donc, c'est quoi la profondeur de notre arbre de branchement, puis combien de tâches ont été fixées jusqu'à présent, donc qu'est-ce qui reste à fixer, ça pouvait nous renseigner un petit peu sur quoi faire. Donc là, la question, c'est est-ce que c'est un problème de régression, de classification? C'est pas exactement certain. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est un petit peu flou dans le sens où on essaie de prédire la valeur qu'on va avoir, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le rang. Mais encore là, c'est pas nécessairement d'avoir le bon rang parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est le rang des quelques premiers. Donc, ce qu'on veut, c'est que le meilleur candidat soit le premier le plus possible, mais que n'importe quel bon candidat aussi soit en premier, ce soit correct aussi. Donc, c'est un petit peu un entre-deux. On a fait quelques petites choses pour normaliser les scores, pour justement s'assurer d'avoir quelque chose qui va refléter notre tâche qui nous intéresse. On a testé deux sortes de normalisation. Donc, la première qui est le Tempered Softmax. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en français pour ça. Puis, sans entrer dans les détails de cette formule-là, ce que ça va faire, c'est que les candidats qui sont proches en termes de valeur vont se retrouver à avoir des scores normalisés qui sont relativement proches. Et au contraire, les candidats qui sont plus éloignés vont se retrouver à avoir des scores plus éloignés aussi. Donc, ça va regrouper ensemble les meilleurs, puis ça va mettre de côté les moins bons. C'est un petit peu ça l'idée de la chose. Puis, on a aussi proposé une autre normalisation qui fonctionne un petit peu mieux. On va le voir dans les résultats. Puis là, j'ai pas préparé les détails avec moi, là, donc il faudrait aller voir l'article pour se souvenir de ce qui se passe avec ça. Mais on pourra regarder ça avec ceux qui sont intéressés par la suite. Au niveau des modèles de machine learning qui ont été testés, donc on a testé quelques-uns. On a commencé par des régressions linéaires parce que c'est facile à faire, c'est rapide. Puis aussi, on devait se douter que ça allait quand même fonctionner pas si pire, étant donné que, essentiellement, quand on fixe selon la valeur fractionnaire, ça revient à une régression linéaire avec un seul paramètre qui est un des paramètres qui est considéré. Donc, c'est un peu un test de savoir si ça a des chances de fonctionner dans notre approche. Un modèle de régression linéaire devrait être au moins aussi bon que le branchement en profondeur, parce qu'on fait juste considérer plus de variables. D'autres choses qu'on a testées, c'est des réseaux de neurones, parce que ça aussi, c'est pas trop difficile à implémenter. On a des relativement petits réseaux de neurones parce qu'on se doute que la logique derrière la décision de branchement ne devrait pas être trop sophistiquée non plus. Là, donc, on parle de trois couches cachées avec 150 neurones par couche, c'est pas énorme. Puis finalement, on a essayé un Transformer Encoder. Ça, c'est les étudiants qui étaient là-dessus qui ont décidé de faire ça, entre autres parce que c'était un peu la mode, mais finalement, c'est ce qui a bien fonctionné. Puis c'est un très petit Transformer Encoder, là, donc je ne connais pas beaucoup les détails de ça, là, mais très petit, apparemment. Au niveau de la procédure d'entraînement, donc c'est important de faire les choses comme il faut parce qu'évidemment, quand on va faire nos tests, il faut que ce soit des données qui sont complètement différentes des données d'entraînement pour faire les choses de la bonne manière. Puis, puisqu'on n'a pas énormément d'instances, on a décidé de faire ce qu'on appelle du K-fold cross-validation, c'est-à-dire qu'on a entraîné sur... j'essaie de utiliser ce qu'on a fait. On a laissé une instance de base. Pour chaque jeu de données, on a... il y avait une erreur dans mes diapositives la dernière fois que je ne l'ai pas corrigée. Donc, on avait 7 problèmes différents qu'on avait étudiés, donc numérotés de 1 à 7. On a entraîné sur 6 des 7 problèmes, donc ça veut dire 6 fois 9, 54 différentes instances. Puis on a gardé le dernier problème pour faire les tests, pour s'assurer que ce soit un jeu complet de vol qui n'avait jamais été vu avant pour faire les tests. Donc, on a entraîné sur 6 instances de base fois 9 instances dérivées. On a gardé la 7e instance fois 9 pour faire les tests. Et puis, quand on fait du K-fold cross-validation, c'est qu'après ça, on refait le même processus en changeant l'instance qui va être utilisée pour faire les tests. Puis ça nous permet d'avoir plus de données de tests de manière correcte, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un réseau de neurones ou un modèle de machine learning qui a été entraîné sur des données complètement différentes de celles qui ont été utilisées pour les tests. Ensuite, on a gardé dans toutes nos données d'entraînement, donc dans nos 6 instances fois 9, on a gardé 20% des données pour la validation, puis le reste pour l'entraînement en tant que tel. Puis on a entraîné avec l'algorithme Adam pour ce qui est du réseau de neurones.
Au niveau des résultats, donc, les premiers résultats qu'on a obtenus étaient assez encourageants. Donc, quand on s'intéresse juste à ce qu'on appelle la top one accuracy, ça veut dire à quelle fréquence notre algorithme de machine learning arrive à trouver le meilleur parmi les 5 candidats. On arrive avec un 90 de top one accuracy et puis 95 de close to best accuracy. Ça veut dire les fois où on trouve des candidats qui ne sont pas le meilleur, mais qui sont très proches du meilleur, selon une métrique dont honnêtement je ne me souviens plus, mais qui nous indiquait que c'était assez proche. Donc, c'est assez encourageant. Puis si on compare, par exemple, avec le diving heuristic, qui est ce qu'on essaie de battre en termes de qualité des solutions, bien, le diving heuristic, il est à peu près à 60 de close to best accuracy. Donc, on faisait nettement mieux avec le réseau de neurones. Donc, c'est assez encourageant. Maintenant qu'on arrive aux résultats quand on le teste en pratique, donc dans le co-bearing problem, je commence par vous présenter les résultats sur les temps de calcul. Puis ça, c'est pas vraiment surprenant parce que dans le fond, notre algorithme à ce niveau-là, au niveau des temps de calcul, se rapproche plus du diving heuristic. Donc, on a des temps de calcul qui sont très comparables, un petit peu plus long parce que bon, ça prend le temps d'évaluer le modèle de machine learning. Puis aussi, dans notre cas, il fallait qu'on fasse toute la machinerie de passer de C à Python pour pouvoir faire l'évaluation, ce qui peut peut-être rajouter un petit peu d'overhead, mais généralement des résultats assez similaires en termes de temps de calcul. Versus le strong branching qui est essentiellement 5 fois plus long parce qu'on considère 5 candidats au lieu d'1 à chaque étape de branchement. Donc, ça fait en sorte que pour la plus grosse instance, on parle de 109 000 secondes de temps de calcul. C'est très long. Au niveau des résultats sur la valeur des solutions, donc notre but, c'était de faire quelque chose de mieux que le diving heuristic. Puis ici, ce que vous avez comme valeur, c'est de combien % pire on est par rapport au strong branching. Donc, on considère que strong branching, c'est la méthode qui va donner les meilleurs résultats en règle générale. Il y a des petites valeurs négatives, ce n'est pas toujours le cas, mais de combien de % pire ou meilleur on est par rapport au strong branching qui est notre baseline. Donc, on voit que le diving heuristic est en général 1,5% pire que le strong branching. Puis nous, nos méthodes sont pas mal toujours meilleures en moyenne. Puis celle qui fonctionne le mieux, c'est celle-ci. Donc, quand on utilise le transformer encoder avec la nouvelle normalisation là, dont je vous ai parlé, on fait à peu près la moitié du chemin entre le strong branching et le diving heuristic, ce qui est quand même non négligeable. C'est sûr qu'on parle de seulement 0,25% d'amélioration, mais dans l'industrie aérienne, les coûts de personnel, c'est quand même quelque chose de très important. Là, on parle souvent que 1% d'économie, c'est des millions d'économies sur un an pour une compagnie aérienne. Donc, 0,25%, c'est quand même pas négligeable sur les coûts en général. Puis, on fait ça avec pratiquement aucun coût au niveau des temps de calcul. Là, donc, on réussit à gagner un peu sur tous les tableaux à ce niveau-là. Puis on voit que même si celle qui fonctionne le mieux, c'est notre normalisation avec le modèle un petit peu plus compliqué, bien, toutes les méthodes peuvent plus ou moins bien fonctionner. Même on a une méthode, on a fait un modèle linéaire qui marchait presque aussi bien en moyenne. Donc, voilà pour cette recherche-là. Donc, ce qu'on va vouloir faire par la suite, c'est qu'on va vouloir trouver peut-être d'autres applications pour le problème. Ça prendra encore des problèmes à grande échelle pour qu'on ait vraiment avantage à utiliser des heuristiques de branchement. Puis, généralement, des problèmes dans lesquels il y a un grand gap entre le strong branching puis le diving heuristic, ça pourrait être bon pour voir si c'est généralisable aussi. Si on voulait continuer dans la même veine du problème de pairing, donc on pourrait regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec du reinforcement learning, peut-être pour apprendre au fur et à mesure. Peut-être qu'on pourrait améliorer aussi les prédictions en considérant des features qui sont reliées directement à l'application. Donc, des mesures, par exemple, de productivité du pairing, des choses comme ça pourraient nous permettre d'améliorer les prédictions parce que là, pour l'instant, on ne sait vraiment rien de notre application en tant que telle. Tout ce qu'on sait, c'est la structure de la matrice des contraintes, si vous voulez. Peut-être qu'en ayant plus d'informations, ça pourrait nous aider. Puis aussi, une autre question de recherche qui reste toujours dans ce domaine-là, c'est combien de données d'entraînement sont vraiment nécessaires. Là, on en a pris assez pour que ça fonctionne, mais on n'a pas vraiment examiné si on avait pris moins de données, est-ce que ça aurait marché ou pas. Donc, c'est toujours une question qu'on a. Puis ensuite, au niveau du branchement, donc là, on a un branchement qui fixe seulement une colonne à la fois. Mais on pourrait aller encore plus vite si on fixait plusieurs colonnes à la fois, comme c'est des fois fait avec le diving heuristic. Donc, est-ce qu'on pourrait adapter notre modèle de machine learning pour non seulement choisir quel candidat au singulier choisir, mais quel candidat au pluriel choisir aussi? Puis considérer plus de candidats. Donc, une fois qu'on a un modèle de machine learning qui va rapidement, bon, pourquoi se limiter à seulement 5 candidats? Est-ce qu'on pourrait aller avec 10, 20, puis prendre les meilleurs parmi les 20 premiers? Mais est-ce que c'est encore valide, étant donné que ça a été entraîné seulement dans le cas où on avait 5 candidats? Donc, c'est une autre question qu'on peut se poser.
Donc, ça, c'était pour le premier projet que je voulais vous présenter. J'essaie de faire un petit peu plus rapidement pour le deuxième. Donc, pour le deuxième, on s'est intéressé au problème de bloc mensuel. Donc, le deuxième aspect, une fois qu'on a les pairings, les assigner à des employés. Puis, ce qu'on a voulu faire, c'est accélérer la résolution des sous-problèmes. Donc, un peu de contexte pour ce problème-là, juste pour qu'on se rappelle un peu de ce que c'est. Donc, comme je vous ai dit, les pairings ont été faits d'avance. Ensuite, on a des instances où on a des contraintes supplémentaires qu'il faut respecter, c'est-à-dire que chaque vol peut avoir des contraintes de langue. Donc, par exemple, si on a un vol qui va, je sais pas, en Italie, ben, il faut quelqu'un qui parle italien à bord. Si on a un vol qui va en Grèce, il faut quelqu'un qui parle grec à bord, etc. Donc, c'est des contraintes qui sont assez typiques dans les compagnies aériennes qu'il faut absolument respecter. Puis, si vous avez suivi un peu ce qui se passe avec Air Canada, ben, c'est des contraintes qui ont des fois de la difficulté à respecter les autres aussi, donc ça pourrait être intéressant pour eux. Dans nos instances, on a encore des problèmes qui sont relativement générés. Donc, ce n'est pas des problèmes directement tirés de l'industrie. On a généré un peu les membres d'équipage avec une procédure aléatoire là, pour des raisons d'anonymité, mais aussi juste parce qu'on manquait de données pour faire sinon. On a considéré que chaque vol nécessitait 5 personnes de cabine pour le couvrir. Ça aurait pu ne pas être le cas, mais ce que je vais vous présenter aurait bien fonctionné aussi, je pense, mais c'est ce qu'on a décidé de mettre dans notre contexte. Au niveau des membres de personnel, donc on a généré, comme je vous ai dit, aléatoirement des membres d'équipage, puis on leur a donné des attributs différents. Donc, chaque membre d'équipage avait des préférences différentes avec différents poids. Donc, on s'imagine, c'est quelque chose qui se fait souvent dans les compagnies aériennes, que d'avance, ils vont choisir certaines caractéristiques d'horaire, puis ils vont mettre des pondérations sur les différentes caractéristiques pour qu'on en tienne en compte au moment de faire leur horaire. Donc, dans notre cas, ils ont des préférences pour certains vols. Puis, quand on a des préférences pour des vols, mais que les pairings ont déjà été construits, ben ça se traduit en préférence pour certains pairings spécifiques. Et puis, on a des préférences pour certaines vacances. Et puis, pour couvrir les contraintes de langue, ben, on va assigner un certain nombre de langues à chaque membre d'équipage. Donc, la plupart parlent seulement une langue, presque la moitié parle 2 langues. Puis après ça va un peu selon une distribution exponentielle parce que les langues qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Ça, c'est inspiré de ce que j'ai constaté dans une compagnie aérienne canadienne. Puis, pour la résolution des sous-problèmes, dans le problème de bloc mensuel, donc, on a un sous-problème par membre d'équipage. Comme je vous ai dit tantôt, c'était des plus courts chemins avec contraintes de ressources. Et puis, la difficulté qu'on essaie de corriger avec ce projet de recherche-ci, c'est qu'on va considérer tous les pairings dans le sous-problème de chaque membre d'équipage. Alors, ça devient quand même assez gros, surtout si, mettons, si on a 7000 vols, ça revient à peu près 1000 à 1500 pairings. Ça fait des réseaux d'assez grande taille. Et puis, j'ai fait un petit calcul rapide. La résolution des sous-problèmes à elle seule peut prendre de 60 à 90% du temps de calcul. Donc, si on est capable de faire des économies là-dessus, ben, on devrait avoir des économies substantielles sur le processus complet de résolution. Alors, notre idée, c'est qu'on sait d'avance un petit peu qu'est-ce qui va être bon pour chaque membre d'équipage. On peut probablement s'en douter. Par exemple, si on a un membre d'équipage qui parle espagnol, ben, on va probablement vouloir mettre cette personne-là sur des vols qui demandent de l'espagnol. Si on a un membre d'équipage qui... Oh, il y a un cœur qui... OK, donc si on a un membre d'équipage qui préfère, par exemple, le pairing numéro 10, ben, on va essayer de lui assigner si possible. Puis, si on a un membre d'équipage qui préfère une certaine vacance, on va essayer de lui assigner si possible aussi. Donc, ça, c'est toutes des intuitions qu'on peut voir d'avance. Puis, avec ça, ce qu'on pourrait faire, c'est décider d'éliminer les rotations qui sont les moins intéressantes pour ce membre d'équipage-là. Puis, mon animation n'a pas fonctionné. Oui, OK. Ici. Donc, par exemple, si on pense que la rotation 5 serait une bonne idée, ben, on voit que la rotation 1 a lieu en même temps. Le pairing numéro 1 a lieu en même temps. Donc, on va peut-être vouloir l'enlever de son réseau. Puis, on va faire un réseau personnalisé comme ça pour chaque employé qui va être de beaucoup plus petite taille, ce qui va nous permettre d'économiser beaucoup en temps de calcul parce que généralement, bon, la résolution de ce problème-là va être pseudo-quadratique avec le nombre de tâches ou quelque chose comme ça. Là. Donc, si on réussit à diminuer d'un facteur 2 la taille du réseau, on devrait diminuer d'un facteur 4 le temps de calcul dans ces eaux-là. Est-ce que j'avais des choses à dire par rapport à ici? Donc l'objectif général, c'est d'améliorer la résolution des sous-problèmes. On va faire ce qu'on appelle du partial pricing. Donc, on va faire un pricing qui va être heuristique. On ne va pas considérer toutes les possibilités, mais on va seulement considérer ce qui nous semble être bon. Et puis, on veut le faire en utilisant du machine learning. Puis, une autre chose qu'on va vouloir montrer, c'est que le machine learning était essentiel pour faire cette tâche-là. C'est-à-dire qu'un humain n'aurait pas pu juste à l'œil trouver ce qui est bon puis pas bon. On a vraiment besoin de quelque chose d'un petit peu plus complexe là, pour arriver à faire les bonnes décisions.
Donc, notre méthode. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque paire de pairing et d'agent de bord, puis on va calculer un score qui va dire à quel point les deux vont bien fonctionner ensemble. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, pour chaque membre d'équipage, on va ordonner tous les pairings selon les scores, donc en mettant en premier les pairings qui sont les meilleurs, puis en dernier les pairings qui sont les moins bons. Et quand on va arriver pour résoudre le sous-problème de ce membre d'équipage-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement prendre les quelques premiers qui se trouvent dans l'ordre de ce membre d'équipage-là. Donc, si on avait ordonné pairing 3, pairing 27, 42 et 8, qu'on avait dit qu'on prenait seulement les 3 premiers, on va seulement prendre les 3 premiers comme ça. En pratique, on ne prendra pas seulement, on prendra même un grand nombre, mais on va en éliminer aussi un grand nombre. Donc, on va prendre, par exemple, 60 des premiers pairings, mais ça élimine 40 des moins bons. Donc, ça élimine quand même une quantité substantielle, par exemple. Puis, une autre chose qui va être intéressante, c'est qu'à mesure qu'on va avancer dans le branchement, donc on va fixer des pairings à des employés au niveau du branchement, on va pouvoir aller de plus en plus loin dans l'ordre de chaque personne, parce que, par exemple, si on a fixé le pairing 27 à quelqu'un d'autre, on sait que ça n'ira plus à notre agent de bord numéro A. Alors, on va l'éliminer, ça veut dire qu'on va aller un petit peu plus loin dans l'ordre à chaque fois, puis on va finir par tout considérer, mais juste étape par étape. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer les scores qu'on veut trouver pour chaque paire de pairing et d'employés. Alors, pour ça, on va utiliser le machine learning, évidemment. Dans notre cas, on ne s'est pas vraiment posé la question sur quel modèle on a utilisé. L'étudiante voulait faire des réseaux de neurones, donc on a fait des réseaux de neurones. Puis, notre idée, c'était qu'on va faire les prédictions indépendamment pour chaque paire de pairing et l'agent de bord. Donc, juste en regardant l'agent de bord et le pairing, on devrait avoir une bonne idée si c'est un bon match ou pas avec notre modèle de machine learning. C'est ça qu'on avait décidé de faire, comme étape de départ, mais finalement, c'est ça qui a fonctionné. Comme feature d'entraînement, donc, on a donné les langues de chaque membre d'équipage. Sous forme de one-hot encoding, pour ceux qui connaissent le machine learning, les préférences de chaque membre d'équipage, puis on avait un petit peu des features spéciales qui calculaient une espèce de score de préférence en fonction de toutes les préférences du membre d'équipage. Donc, une idée grossière de la préférence du membre d'équipage envers le pairing. Les langages qui sont demandés par le pairing. Et puis, on a aussi des features, ça c'est ce qui a fait que ça a fonctionné au final. On a aussi des features qui indiquaient si le pairing était situé juste avant ou après les vacances. Donc, si c'était possible de terminer le pairing puis tout de suite aller en vacances ou de revenir de vacances puis faire le pairing. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien en général parce que ça veut dire qu'on va être capable de donner des vacances préférées à la personne qui le veut. C'est quand même quelque chose d'important à considérer. Puis, ce qu'on donnait en output, c'était notre score prédit. Au niveau des données, donc, on a utilisé les mêmes données dont je vous ai déjà parlé. On a généré plusieurs différentes solutions pour chaque instance. Puis, pour générer plusieurs solutions, c'est facile. En fait, on a juste mélangé l'ordre des membres d'équipage. Puis, ça permettait donc, dans le fichier d'input, ça permettait de générer des solutions assez variées d'une fois à l'autre. Parce que, comme je vous ai dit, tout ce qui est la génération de colonnes puis de branchement dans nos problèmes sont heuristiques. Donc, juste changer l'ordre dans lequel les sous-problèmes sont résolus, des fois, vont changer la solution de manière significative. Et puis, ça nous permettait d'avoir comme ça juste entre 40 000 et 3 millions de points de données dépendant du type d'avion, c'est-à-dire que les plus grosses instances, on avait plus de points de données parce qu'on avait plus de combinaisons de pairing et de membres d'équipage, puis pour les plus petites, on en avait moins. Puis nos scores, donc nos scores réels, si vous voulez, c'était la fréquence à laquelle un pairing donné a été donné à un membre d'équipage. Donc, si dans chaque solution qu'on a générée, on assigne le pairing 1 au membre d'équipage 1, ça veut dire qu'on va avoir un score de 1 pour cette paire-là. Mais si c'est seulement 50 du temps où on fait ce choix-là, ça va être un score de 0,5. Puis ça, je dirais, c'est honnêtement peut-être une des faiblesses de notre méthode, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on pourrait générer beaucoup de solutions, mais puisque c'est des solutions heuristiques, il y a beaucoup de bonnes solutions aussi. Puis, à cause de la nature combinatoire de la chose, on ne génère pas tout ce qui est bon, mais on devrait avoir quand même assez de bonnes idées pour faire un entraînement qui a de l'allure. Au niveau de la validation et du test, comme dans le projet précédent, on a gardé des instances complètes pour le test, c'est-à-dire qu'aucune des données qui a été vues en entraînement a été utilisée pour faire les tests. Voilà. On va peut-être skipper ces slides-ci qui parlaient juste de comment fonctionnent les réseaux de neurones, mais ce n'est pas trop relié à mon projet.
Ensuite, au niveau de l'évaluation, comment est-ce qu'on sait si au final ça a fonctionné ou pas? Puis il y a encore une fois deux types d'évaluation qu'on peut vouloir faire. On peut vouloir voir si le machine learning a bien fonctionné, si on a bien réussi à entraîner. Puis encore une fois, c'est un mélange de régression et de classification. Là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les bons pairings au début de l'ordre de chaque membre d'équipage, mais on ne s'intéresse pas vraiment à l'ordre, parce que si on a, par exemple, 1000 pairings, ben, on sait qu'on ne réussira pas à avoir le bon ordre, c'est certain, mais ce qui est bon, c'est que les bons pairings soient en premier. Donc, on a développé une nouvelle métrique qu'on a appelée le top K, qui est combien de bonnes prédictions se retrouvent dans les K% premiers de l'ordre. Donc, si on revient, je vais revenir pas mal en arrière. OK. Si on revient à l'ordre qu'on a créé pour un membre d'équipage, donc on a ordonné tous les pairings du meilleur au pire. Si on regarde les 10 premiers pourcents selon cet ordre-là, bien, il y en a combien là-dedans qui sont des bons pairings selon notre métrique qu'on avait évaluée? Donc, combien de ces pairings-là ont été donnés dans les solutions historiques? Ça nous indique à quel point notre méthode de prédiction a bien fonctionné. Donc, si on avait un modèle parfait de prédiction, bien, tous les bons pairings seraient au début, puis tous les mauvais seraient à la fin. Donc, quand on regarderait les quelques premiers pourcents, on aurait tous les bons pairings, puis quand on regarderait les derniers pourcents, on aurait les moins bons. Donc, c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne. Je sais que ce n'est pas super facile à expliquer en mots, là, mais ça donne une idée de à quel point les bonnes prédictions sont condensées au début de l'ordre de chaque personne, si vous voulez voir comme ça. Mais ça, cette métrique-là, ce n'est pas quelque chose qui peut être mis dans un modèle pour entraîner le machine learning. Donc, on a utilisé la binary cross entropy pour l'entraînement parce que la métrique dont je vous parle, ce n'est pas quelque chose de dérivable, donc ça n'aurait pas pu être utilisé directement pour l'entraînement, mais c'est utilisé pour évaluer si notre méthode a bien fonctionné. Bien après ça, ce qui nous intéresse évidemment le plus, c'est est-ce que ça a fonctionné dans le Brunson Price pour avoir des bons temps de calcul, c'est ce qu'on veut, mais on veut aussi ne pas trop dégrader la valeur de la solution. Donc, ici, j'ai des caractéristiques des instances, mais je vais peut-être le sauter un peu rapidement. Donc, le nombre de pairings varie de 108 pour la plus petite à 800 pour la plus grande à peu près. Puis, le nombre de membres d'équipage varie de 70 à 700 à peu près. Au niveau des résultats de machine learning, donc le fameux top K, donc, par exemple, pour la colonne de 20 c'est si on prend l'ordre de chacun des membres d'équipage, puis on regarde seulement les 20 premiers pourcents, combien de pourcents des bonnes décisions se retrouvent dans ceux qu'on a sélectionnés. Et puis, c'est quand même pas si pire. Là, si on regarde, ça varie pour les plus petits problèmes. Ça varie de 50 à 65 mais pour les plus gros problèmes, on voit qu'on est capable de faire une bonne distinction assez rapidement. On a, dans seulement les 20 premiers pourcents, on a presque toutes les bonnes prédictions. Alors, c'est quand même assez encourageant. Puis ça aussi, ça nous renseigne sur le fait que probablement que quand on va vouloir résoudre avec le Brunson Price les plus petits problèmes, il va falloir qu'on considère une plus grosse fraction des pairings dans chaque sous-problème, versus pour les gros problèmes, on peut considérer une plus petite fraction. Donc, c'est ce qu'on a fait. Pour les plus petits problèmes, chaque sous-problème contenait jusqu'à 60% de tous les pairings pour les résoudre. Mais pour les gros problèmes, on a seulement pris les 20% meilleurs pairings selon notre modèle de machine learning. Et puis, les résultats sont ici. Donc, au niveau des temps de calcul, on voit qu'on diminue grandement sur toute la ligne. Donc, de 50% à 92% de diminution des temps de calcul, ce qui est quand même énorme. Et puis, au niveau de la valeur des solutions, on a une diminution de la valeur des solutions, mais qui n'est pas si grande que ça. Donc, oui, dans un cas, on a diminué de 5%, mais en moyenne, on diminue de peut-être 1% la qualité des solutions. Dans la première partie, je vous disais que c'est important d'avoir des bonnes solutions parce que, puis ici, je vous dis que c'est pas trop important, mais parce que c'est deux choses différentes. Donc, dans la première partie, on s'intéressait au pairing. Puis là, ce qui nous intéresse, c'est de minimiser les coûts. C'est du vrai argent pour les compagnies aériennes. Alors que ici, les solutions, ça correspond à une mesure de la satisfaction. Donc, avoir 1% de moins, ça veut dire que les employés sont 1% de moins satisfaits. Donc, probablement qu'une compagnie aérienne évalue ça sous un autre angle, donc de dire, je peux économiser, je ne sais pas, 1 million cette année versus je vais avoir des employés qui sont 1% moins satisfaits. Donc, peut-être que ce n'est pas la même mesure. Donc, c'est ça la distinction entre les deux. C'est pour ça que, oui. Je pense que les premiers que tu as préférés, tu les autres, tu les enlèves complètement. On les enlève complètement du réseau, mais ils vont finir par revenir un peu plus tard. C'est-à-dire que, par exemple, au début de ma relaxation linéaire, mon nœud 0,
j'ai seulement les 20 premiers pourcents. Mais là, après un certain temps, j'ai fixé quand même plusieurs choses. Puis ça veut dire que dans les 20 premiers pourcents, il y a certaines choses qui sont plus réalisables pour mon employé parce que je lui ai assigné des choses qui sont en conflit ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, on va aller de plus en plus loin à mesure qu'on avance. Mais oui, ça fait en sorte que le pricing, la génération de colonnes va être heuristique, mais ça nous permet d'avoir des meilleurs temps de calcul avec un relativement faible coût là, au niveau des solutions. Puis c'est paramétrable aussi, c'est-à-dire que si on voulait avoir des meilleures solutions, on pourrait décider d'en prendre un petit peu plus dans les sous-problèmes. Puis là, à ce moment-là, on s'attend à ce que les temps de calcul augmentent, puis qu'en comparaison, les solutions, les valeurs des solutions diminuent. Donc, on peut choisir un petit peu notre équilibre là, qui nous intéresse à ce niveau-là. Ceux qui ne sont pas touchés par la méthode de branchement actuelle vont rester pareil ou peut changer à chaque fois? Oui, si d'une fois à l'autre, il n'y a rien qui a changé par rapport à ce qui est possible pour cet employé-là, effectivement, l'ordre resterait pareil, mais ça va finir par arriver à un certain point. Comme par exemple, je dis que chaque pairing doit être donné à 5 employés. Donc, une fois qu'un pairing a été donné à 5 employés, ben, ce pairing-là est retiré de tous les sous-problèmes parce qu'il ne peut pas être assigné à qui que ce soit d'autre. Puis, bon, éventuellement, on va fixer des choses à un employé. Les choses en conflit peuvent être disponibles. Donc, ça va finir assez rapidement par avoir un impact. Mais ce qui t'avait, quand tu dis, à un moment donné, le choix est impacté par tes changements, si tu as fixé ta décision au début, il se peut que quelques autres branchements plus tard, tu deviens plus réalisable. Tu vas aller chercher dans la partie qui était pas préférable au début, ou juste en prendre devient réalisable. Je pense que c'est un bon point que techniquement, on pourrait avoir des choses qui ne sont pas réalisables, puis on pourrait avoir d'autres problèmes. C'est juste pour arriver en pratique, donc on n'a pas eu à régler ça, mais il y aurait moyen de s'arranger pour le régler probablement. Tu les écartes complètement. Tu dis 20 c'est ça mes préférences. Tu ne gardes pas dans tes coûts au cas où tu deviens réalisable. Oui. Tu vas aller piger dans donc, ce qu'il faut dire, c'est que dans notre problème, un horaire vide, c'est-à-dire un horaire où les personnes ne travaillent pas, est quelque chose de réalisable. Donc, c'est sûr qu'on n'aura jamais des horaires pas réalisables pour quelqu'un. Ce qui pourrait arriver, c'est que, par exemple, dans notre prédiction, ça se pourrait qu'il y ait des pairings qui sont juste bons pour personne, puis qui se retrouvent dans aucun réseau à la base, puis ça pourrait poser problème. C'est facile à régler parce qu'on sait d'avance quels pairings sont aimés par personne, donc on a juste à les rajouter artificiellement à quelques employés. Mais ça n'a juste pas été le cas dans nos tests, donc on n'a pas eu besoin de faire ça. Ensuite, bon, la question dont je parlais, est-ce que le machine learning est vraiment nécessaire pour cette application-là? Est-ce qu'on pourrait faire juste une règle manuelle qui dirait quel pairing mettre ou ne pas mettre? Puis on a trouvé que probablement qu'on ne serait pas capable de faire. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un modèle linéaire, bon, je dirais, entraîné à la main, c'est-à-dire que j'ai joué avec les paramètres pendant un bon après-midi pour voir ce qu'il y a de mieux au niveau de l'accuracy d'entraînement. Puis, on avait à avoir quelque chose qui était un petit peu plus rapide qu'avec le machine learning, mais avec des solutions qui étaient 12% pire. Donc, 12% de détérioration, ça commence à être quand même beaucoup pour pas grand gain. Donc, c'est pour ça que le machine learning a vraiment eu une utilité dans ce cas-ci, versus ce qu'on peut imaginer qu'un planificateur pourrait faire de mieux là, comme solution. Dans le futur, ce qu'on veut faire, donc, je dirais, il y a deux lignes un peu divergentes qu'on pourrait vouloir construire ce projet-ci. Premièrement, on pourrait essayer d'améliorer les prédictions pour avoir quelque chose d'un peu plus structuré. Comme par exemple, vous remarquez que quand on fait la prédiction pour chaque paire d'employés et de pairing, ben, on ne tient pas en compte de ce que les autres veulent. Donc, si on a un pairing qui est préféré par tout le monde, on ne le sait pas nécessairement. Donc, d'inclure ce genre de choses-là, d'avoir des prédictions plus structurées avec les GNN, par exemple, ça pourrait être utile. Ça pourrait peut-être même nous servir à faire des solutions initiales qui peuvent être très utiles dans des algorithmes de style ISUD, entre autres, pour faire ça. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est d'aller dans le sens inverse, de faire des prédictions qui sont interprétables, donc de perdre un petit peu en accuracy, mais d'avoir quelque chose qui est interprétable. C'est toujours intéressant qu'on parle d'humain. Comme par exemple, si on a des gens qui parlent seulement l'espagnol, est-ce qu'on les envoie toujours en Espagne parce qu'on se trouve à les pénaliser parce que pauvres, ils ne vont pas avoir le choix d'aller en Espagne tout le temps ou pas. Alors, c'est toujours à voir, c'est toujours à s'intéresser aussi au niveau de fairness, donc d'égalité. Donc, c'est deux approches différentes, mais qui pourraient être explorées en parallèle pour atteindre deux buts différents, en fait. Donc, ça termine ce que j'avais à vous dire. Puis là, je pense un petit 5 minutes pour des questions. Merci, Frédéric. Merci.